Damian Lillard a trouvé un club. Et quel club? Lillard revient à Portland, Théo. Un contrat qui signe hier. 3 ans, 42 millions de dollars. Damian Lillard ne rejoindra pas un candidat au titre. Il préfère rentrer chez lui, rentrer là où sa famille habite, là où ses enfants grandissent. Damian Lillard à Portland. Théo, tu venais de me dire que tu ne sais même pas encore quoi en conclure. Alors je vais te demander plutôt ce que tu en penses. Alors déjà, j'avais pas vu venir cette option, pas du tout, pas du tout, du tout. Je trouve, alors faut donner peut-être un peu les détails du deal. Donc c'est 3 ans effectivement. Damian Lillard aura une no trade clause dans son contrat. Et il y a Hmm. une player option après la deuxième saison. Donc en fait, dans les faits, il va pas jouer du tout la saison prochaine. Il va se faire sa rééducation. Du coup, en fait, il va jouer la saison 2026-2027. Et à la fin de cette saison-là, il aura une option pour activer ou non la saison suivante. Donc en gros, c'est presque comme si c'était un contrat 1 plus 1, sauf que faut se projeter dans une année. Ça ressemble vraiment à, comment dire, à des adieux un petit peu anticipés du côté de Damien Lillard. Il a choisi de terminer sa carrière à Portland. Ça fait sens quand on sait que c'est là qu'il a vécu ses heures de gloire, quand on connaît aussi la connexion très forte qu'il y a eu avec cette équipe de Portland. Il faut se rappeler qu'à la base, il voulait pas partir. C'est un petit peu presque contraint et forcé et que finalement, il a fini par demander un trade. Il n'avait pas demandé les Bucks, par exemple, dans sa liste de destination, il n'y avait pas Milwaukee. Donc ça sent le retour à la maison, le fait de pouvoir terminer sa carrière selon ses propres termes, là où il a décidé de le faire, dans comment dire, les capacités dans lesquelles il sera capable de le faire. D'un point de vue contractuel, bah, c'est super, hein. L'an prochain, en tout, il va toucher 70 millions de dollars pendant qu'il fera sa remise, sa rééducation. Quand on compile ce qu'il va toucher par les Bucks et ce qu'il va toucher par Portland. Donc pour Damien Lillard, je comprends très bien tout ça. C'est plus du côté de Portland que que j'ai du mal à voir vraiment le truc en dehors de l'aspect boucler la boucle avec celui qui est indiscutablement, je pense maintenant, de toute façon le meilleur joueur de l'histoire de la franchise. En tout cas, en termes de statistiques, il est premier au point, premier, c'est lui qui a le plus de matchs à plus de 30 points, plus de matchs à plus de 40, plus de matchs à plus de 50. Ce qu'il a fait offensivement dans toute sa carrière avec avec les Blazers, c'est vraiment incroyable. Mais même si je retire rien à ce qu'a fait Clyde Drexler, qui a quand même emmené cette équipe des Blazers 2 fois en finale NBA. Donc je comprends le côté nostalgie. Par contre, le côté basket, j'ai du mal à mettre le doigt dessus, à vraiment saisir les implications et ce choix pour Portland, en fait. Je pense que ça dépasse le cadre du basket. C'est aussi simple que ça, que la réponse elle est là. C'est que c'est pas juste le côté basket. Je pense que justement, de toute façon, les décisions pour plein de franchises, elles concernent pas que le côté basket. À part peut-être les 5 candidats au titre. Mais pour les autres, il faut que tu gagnes sur d'autres choses si tu gagnes pas un titre. Et il y a d'autres choses à gagner, je pense, pour Portland. Moi non plus, je l'ai pas vu venir, hein. Je l'ai pas vu venir et je l'ai pas vu venir sur un tel montant parce que, tu vois, quand tu vois que Bradley Beal, tu compiles ses deux salaires, il perd 3 millions. Lillard, tu compiles ses deux salaires, il en gagne 42 dans l'affaire, le montant de son nouveau contrat. Euh, Allez, je vais essayer sur l'aspect basket. Je pense que tu as tout résumé sur tout ce qu'il y a autour pour Portland. Il y a le leadership. Il y a le leadership, par contre, si on est sur basket off the court, c'était quand même un leader exceptionnel pour les Trailblazers pendant toute sa carrière. Il y a des jeunes joueurs à Portland. Ça peut être bien d'avoir Lillard. Après, voilà, pardon, je reviens, mais je pense effectivement, je fais un petit aller-retour. Je pense comme toi, il y a l'idée de c'est la fin. Ce trade, il a un peu gâché quelque chose. Et ben, on revient en arrière. Ce qui est intriguant, ce qui est marrant, c'est qu'au final, il a été échangé contre Drew Holiday et d'autres atouts. Et aujourd'hui, les Blazers, ils ont Drew Holiday, tous les atouts qu'ils avaient récupérés et Damien Lillard. Donc, ils ont tout, ils ont le beurre, la crémière, etc. De toute façon, à partir du moment où tu prends Holiday, Théo, le basket, enfin, on voit que tu n'es plus dans. Holiday aussi vient avec un rôle de mentor, etc. Mais tu étais déjà en train d'investir visiblement pour avoir une équipe qui progresse. C'est une équipe qui a fini à 22-18 la saison dernière. Stanley Lillard ne va pas jouer. Il y a des chances que les Blazers, même en voulant, soient finalement. C'est pas qu'ils ne sont pas compétitifs. Ils vont essayer. Mais en fait, à l'ouest,
tu peux te retrouver 11e, et donc il n'y a que 4 équipes qui ont un moins bon bilan que toi. Et tu peux, à la fin de la saison, essayer d'être en fin de top 10 de la draft, même en ayant cherché à être compétitif, tu vois, même en ayant cherché à progresser. En fait, je me dis que le move, il, il est pas, il y a un homme pour qui il est problématique, c'est Scoot Anderson. Et ça me repose des questions sur qu'est-ce que la franchise pense de Scoot Anderson, tu vois. Mais Bah, vas-y, parce que j'ai de toute non, non, façon. vas-y, pardon. Non, t'inquiète. Vas-y, je réagirai après Non, encore sur le basket. parce qu'en fait, c'est exactement ça ma question. Quand ils font venir Drew Holiday, je me dis, voilà, c'est ce qu'on s'était dit. Ils font venir un mentor qui va encadrer ces jeunes arrières et qui progressivement va laisser la place. Mais là, tu te reprends, comment dire, tu repars sur. Donc un Mm. an, il va se passer ça, mais dans un an, le moment où justement ces jeunes, tu dis, bah ils vont prendre la place, ils vont déployer leurs ailes. Maintenant, tu mets Damian Lillard. Et en fait, quand tu mets Damian Lillard, à ce moment-là, tu sais que tout le monde va regarder pour voir ce que fait Damien Lillard. Tu sais qu'il va y avoir quand même une pression médiatique pour ça. Est-ce qu'il est titulaire? Est-ce qu'il sort du banc? Combien de minutes il joue? Comment ça se passe avec les autres joueurs autour? Et en fait, donc, tu vas avoir cette question-là. Et si, imaginons que Scoot Anderson, Sharp, passe un énorme cap la saison prochaine, en fait. Tu dis c'est devenu des titulaires indiscutables d'une équipe NBA. Maintenant, comment tu fais pour gérer? Alors, t'as eu Jrue Holiday, mais quand il vient, tu peux lui dire, écoute, voilà, tu vas laisser la place progressivement, tu vas encadrer, etc. La saison prochaine, si cette année tu vas être titulaire, j'invente des scénarios. Cette année tu vas être titulaire, mais si tout se passe bien, la saison d'après, par contre, on te demandera de prendre un pas de recul. Tu le comprends, mais là, tu vas voir Jrue Holiday toujours dans ton effectif, et tu fais revenir Damien Lillard. Et j'ai beaucoup de mal à voir comment, si c'est le côté un peu farewell tour, il finit chez nous, c'est notre gars, on l'a drafté quand personne croyait en lui, lui demander, enfin, tu te mets dans une situation qui va être extrêmement compliquée, sachant que lui, bah, il va être comme n'importe quel joueur qui revient de blessure. C'est-à-dire, il va y avoir des hauts, des bas, il va essayer de retrouver de la constance, il Il va va avoir vouloir besoin prouver finalement. surtout. Il va vouloir Oui, prouver. il va vouloir prouver, mais pour prouver, il va avoir besoin de régularité en fait. Quand Ouais. tu reviens de blessure comme ça à cet âge-là, et c'est là que vraiment, je m'interroge sur la manière dont ça va être géré ces questions de joueurs, parce que même si la question que tu poses sur Scoot Anderson, elle est hyper pertinente, parce qu'en fait, je me pose la même. Cette année, on l'a vu, il y a des moments où tu dis, ah bah, il est en train de passer le cap, c'est vraiment un beau joueur, et d'autres moments où il redescend. Et en même temps, même si tu y crois plus trop à Scoot Anderson, c'est un deuxième choix de draft. Si tu y crois plutôt euro et que ton objectif c'est de le trader potentiellement, il faut que tu le fasses jouer en fait. Il faut qu'il puisse répondre à un certain nombre de questions aux yeux des autres franchises. Il va jouer cette saison. Parce qu'en fait, même Bah avec oui, Holiday, il s'il n'y faut. avait pas Ouais. Lillard, en fait, s'il n'y avait pas Lillard, même si Scoot Anderson et Sharp passent un cap, t'es pas obligé de faire sortir Holiday du banc. Tu peux jouer avec Scoot et Holiday dans le backcourt, et Sharp, c'est un poste 3 quasiment. De toute façon, c'est un poste 2-3. Donc ça pourrait passer, effectivement. Mais par contre, moi, c'est un peu comme toi. C'est Lillard, quand là, il revient de sa saison de blessure. Bah, j'imagine qu'il va vouloir prouver à tout le monde, bah non, regardez, je suis encore une star, je peux encore cartonner. Et c'est là où j'arrive à imaginer Scoot et Holiday dans un 5 majeur ensemble. J'ai plus de mal à imaginer Lillard et Anderson dans un 5 majeur ensemble. C'est d'où ouais, le truc que je disais. Je ne sais pas à quel point la franchise. Après, il y a une superstar récente qui a fait toute sa carrière dans une équipe, mais a fini par partir à un moment, et sur la toute fin, est revenu, on l'a fait revenir, âgé, après plein de blessures, et qui s'est parfaitement fondu dans le moule pour une dernière saison, en jouant sixième homme d'ailleurs, c'était Dwayne Wade. Mais je pense qu'il avait moins à prouver, Dwayne Wade, à ce stade. En fait, Lillard n'a rien à prouver, mais il va vouloir prouver des choses, je pense. Je pense vraiment qu'il va vouloir montrer qu'il est encore All-Star. D'ailleurs, l'option, elle est, elle est aussi sur ça, tu vois. L'option joueur, là, à la fin de sa saison de retour, donc dans 2 ans, c'est aussi, bah, si je suis fort, je vais aller chercher un autre contrat que ça, les gars. Je vais pas aller prendre 10 millions l'année. Si je suis fort, je vais prendre un dernier contrat pas long parce qu'il aura 37 ans, je pense. Donc, je crois qu'il y a même une règle comme quoi il pourra pas signer pour un certain montant. Mais si je suis fort, moi, je vais aller me chercher, je sais pas, 60 millions sur 2 ans, tu vois. Que ce soit à Portland ou ailleurs. Donc je pense qu'effectivement, c'est là, comme toi, où ça coince éventuellement sur Scoot. Mais Scoot, il va jouer cette saison. Donc si vraiment il faut le montrer pour le transférer, bah, cette saison, c'est le moment. Mais si, ouais, c'est tout ça en fait, parce que s'il se montre qu'il est bon,
Du coup, tu te retrouves dans une situation très complexe. Mm. Pour l'option là pour Damien Lillard, t'as raison hein, de le noter, ça met une pression aussi sur la franchise potentiellement s'il fait un retour tonitruant. Je serais quand même assez étonné finalement de le voir décider de repartir encore une fois à choisir une autre équipe, mais c'est pas en dehors c'est tout à fait envisageable. J'ai vraiment l'impression que ce qu'il voulait absolument là, c'est pouvoir contrôler son avenir de A à Z. Donc il a une no trade clause, il pourra pas être tradé. Et c'est lui qui choisit quand ça s'arrête. C'est lui qui choisit si ça s'arrête ou si ça continue, en fait. Je pense que c'est vraiment Ouais. ça. Après, ce côté-là, sur le leadership, c'est vraiment pas anodin ce dont tu parles parce que il a été exemplaire à Portland. Les Blazers, clairement, ont voulu assainir leur vestiaire en faisant venir Jrue Holiday, en faisant revenir Damien Lillard qui de toute façon avait prévu de faire sa rééducation à Portland. Donc je pense qu'il sera très présent en fait auprès des jeunes même s'il n'est pas sur le terrain. Le fait d'avoir coupé DeAndre Ayton aussi, c'était de ce qu'on a pu en percevoir un mouvement qui avait pour but principal d'assainir l'ambiance dans le vestiaire. Donc je pense que c'est ça l'objectif premier de Portland et c'est vrai que en fait, je suis partagé d'un côté, je me dis, c'est belle histoire pour Damien Lillard de finir à Portland. Et en même temps, je me dis, ces 2 dernières années, à quoi elles ont servi, quoi? Quel gâchis, quoi. Je suis partagé, tu sais, un petit peu entre les deux. Quand j'ai vu la news tomber, je me suis dit, mais tout ça pour ça, au bout du compte. Alors voilà, c'est facile à dire quand tu sais comment se sont déroulées les choses. Hein. C'est toujours facile avec le recul, mais bon, mais ça fera, je pense que ça me fera quand même plaisir, quoi qu'il arrive, s'il devait prendre sa retraite avec un maillot des Blazers. C'est pour ça que je t'ai dit que je pense que ça dépasse le cadre basket, en fait. Et pour Portland, moi, j'ai pensé comme toi un peu sur le risque. J'ai un peu le même réflexe de me dire, mais tu vois, de la même manière que quand les Blazers font venir Holiday, je capte pas tout à fait, tu vois, je suis pas maxi emballé. Je me dis, bon, Portland, il y a quand même pas il y a quand même pas encore le gars où t'as la figure de proue du projet de demain, quoi. Peut-être Sharp, moi, Sharp, c'est celui sur lequel je suis le plus haut. Mais bon, il s'est quand même souvent blessé et c'est un type de joueur où pour l'instant, je vois tout le potentiel scoring de Sharp, mais je suis pas encore sûr de l'imaginer en mec qui a de l'impact au point de faire gagner des matchs, tu vois. Donc quand je regarde les Blazers, je me dis, ah, est-ce que c'est vraiment le moment d'accélérer? Parce que tu accélères pour être sans doute une équipe middle à terme, en fait. Un jour, tu es une équipe, quand tes jeunes ont développé, si le potentiel que je leur prête, au Klingon, au Sharp, au Scout, etc., c'est intéressant, mais tu es au mieux une équipe middle plus dans cette conférence Ouest. Et du coup, c'est pour ça que je comprenais pas tout à fait Holiday. Mais faut comprendre encore, les franchises, tu peux pas tout. Tu sais, tu l'as très bien dit hier, en fait. Tu peux pas tout faire à travers du prisme du titre. Et peut-être qu'à Portland, on a senti, mais en fait, le titre là, ça va pas être maintenant, ça va pas être avec ce groupe de jeunes. Autant qu'on soit compétitif et que peut-être, si on est sain compétitif, on a les locaux de Nike ici, on finira peut-être par avoir une superstar qui nous mettra un jour dans une liste. Parce que Sharp est suffisamment fort pour qu'une superstar se dise, ah tiens, ça peut être cool de jouer avec ce gars-là. Parce que Klingon protège le cercle et que les stars se diront, bah de toute façon, j'ai mon pivot qui va aller, tu vois. J'anticipe un peu comme ça. Et du coup, je trouve que le risque, il est semi-contrôlé. Genre, j'ai la même crainte que toi, mais je me dis que Lillard, s'il y a un endroit où il peut revenir et faire une saison plus que correcte, genre plus forte que celle qu'on imaginait les dernières fois, c'est à Portland. Sérénité, il y a sa famille, il y a ses enfants. Apparemment, ça a énormément pesé quand même dans tout ce qui s'est passé à Milwaukee. Tu retrouves un cadre que tu connais. Bah, peut-être qu'à la place d'être à 18 points par match et 41% au tir, peut-être qu'il revient, il est à 22 points par match et 43 ou 44% au tir, tu vois. Quelque chose comme ça. Et tu as une saison plus que correcte de Lillard à un moment où tu veux être plus compétitif. Par contre, ouais, il y a toujours ce truc de se dire, bah, ok, mais Scoot dans cette affaire. Mais Ouais. je pense que Scoot Superstar, en fait, si on est réaliste, je sais que c'est tôt, mais il faut faire une croix dessus. C'est comme, pourquoi? Tu vois, à un moment, j'avais fait une croix sur Jalen Green au bout de 2 ans sur ouais non mais Green ça sera pas une superstar, tu vois, genre il peut être fort mais ça sera pas une superstar. Moi je suis obligé de faire pareil sur Scoot, il est encore moins fort que Green. Mais Superstar, déjà, Ouais c'est il y en oui a, il mais y en a trois dans la ligue, tu vois. Pour moi, non ouais. c'est Ok, parce que mais ça sera déjà, jamais un mec du top 15 de la ligue, voire même du top 20. Tu vois ouais, Green mais au c'est bout de pas des, deux ans.
Ouais, voilà. Mais, Ah non, bah, c'est juste pour qu'on reprécise, parce qu'en fait, la question, c'est pas de savoir si Scoot Anderson, ça peut être une superstar à ce stade. C'est la question de savoir, c'est est-ce que ça peut être un titulaire solide, en fait. C'est déjà oui, ça la mais question. Voilà. il est drafté il y a 2 ans en troisième position et il est comparé à Victor Wembanyama 9 mois avant. L'attente quand il est drafté, c'est pas juste est-ce que ça sera un titulaire solide. Quand tu es Non, mais drafté à ce aujourd'hui, je te dis stade, aujourd'hui. oui. Oui, mais je te dis aujourd'hui, en fait. Je te dis pas il y a 2 ans, au moment où il est drafté. C'est aujourd'hui la question qui se pose, c'est celle-là, en fait. Parce Mais que. du coup, c'est moins grave en fait, je trouve. Pardon, allez, j'arrête, je te laisse parler. Non, non, vas-y, vas-y. En fait, qu'est-ce qui est moins grave? En fait, si tu vois, surtout sur un, imaginons que Cooper Flag il joue meneur. Ok, Cooper Flag c'est un meneur. Cooper Flag, tu sais qu'il va être générationnel. Tu viens pas lui foutre un autre meneur dans les pattes. Tu vois, tu viens pas lui mettre un autre meneur parce que tu dis bah non, je peux pas barrer Cooper Flag. C'est ma star. Je suis d'accord avec toi sur Superstar, c'est employé un peu dans tous les sens. C'est ma star. Je veux pas mettre un meneur dans les pattes. Scoot Anderson, je me dis ah non mais ça sera de toute façon pas une star en fait. C'est moins grave. Je te dis pas que c'est pas grave. Pour moi, c'est quand même un peu problématique. J'ai pensé, j'ai eu la même vision que toi, tu vois, sur, bah, quand même, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, pour Scoot? Bah, si c'est pas ma star, bah, je m'en fous un peu, en fait. Je m'en fous un peu. Avec des guillemets, je m'en fous pas complètement. Mais je peux me permettre de lui mettre quelqu'un dans les pattes qui, bah, ouais, non, mais que t'es pas, enfin, j'ai déjà vu que tu serais pas la star, quoi. Ça, je comprends, mais en fait, le truc, c'est que c'est un peu comme c'est pas tout le titre ou rien en fait, et c'est pareil pour les joueurs, c'est pas une star ou rien, et en fait si il a le potentiel pour être un très bon meneur titulaire, ça a de la valeur, ça a beaucoup de valeur même, parce qu'en fait regarde, la plupart des équipes qui sont championnes, elles ont des superstars. Au bout du compte, on en vient souvent à se dire ce qui fait la différence, c'est comment ils sont entourés. Et si tu es un joueur de ce calibre-là, et je sais pas du tout si c'est dans les cartes pour Scoot Anderson, ça a aussi de la valeur. Et pour ça, il faut quand même que tu puisses être sur le terrain pour le déterminer. Là, je suis d'accord avec toi. Et mon contre que je te donne, c'est le profil de Scoot Anderson, en fait. Scoot Anderson, c'est un profil où t'es une star ou rien, ou t'es un sixième homme. T'es un mec qui a la balle entre les mains. Tu me parles des équipes qui gagnent. C'est pas un meneur comme ça. Ou si c'est un meneur comme ça, il est très très fort. Soit t'es Jalen Brunson, soit t'es Tyrese Haliburton, soit t'es Kyrie Irving. T'es ces mecs-là, c'est des stars. Je te cite des stars. Si t'es un meneur qui est pas star, t'es dans le meilleur des cas, t'es Derrick White. Et c'est pas vraiment, c'est même plus vraiment un meneur à Et ce c'est stade. exactement l'exemple que j'avais. Ah, mais Scoot, Non, non, ouais, enfin, non, mais c'est exactement l'exemple que j'avais en tête. Et la question, c'est de savoir, je sais pas du tout si Scoot Anderson a le talent, le niveau pour devenir Derek White, mais il a qui surtout est un pas le joueur profil en essentiel. fait. Mais il a pas le profil en fait. Tu sais, il a besoin de la balle. En fait, Scoot, il a besoin de la balle. Tu vois, Je parlais sur le niveau en fait. Je parlais sur Ouais, le niveau ouais. parce qu'en fait c'est un joueur sur qui personne trop pariait. Derek White, c'est un joueur qui s'est développé en fait. Tu vois, c'était pas un joueur qui était. On s'attendait pas à ce qu'il ait aujourd'hui le niveau qui est le sien. On s'attendait pas à ce que ça soit ça quand il était drafté. On s'attendait même pas à ce qu'il ait ce niveau-là quand il était tradé en Ouais. fait. Il a pas été drafté 3 comme Anderson. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il pourrait avoir le niveau. Imaginons Scoot, il a le niveau de Derrick White, mais avec son profil. Tu vois, Derrick, ou plutôt, je vais le prendre dans le sens. Je vais arrêter de parler de Scoot, je vais maintenant parler de Derrick White. Si Derrick White, il avait le même niveau de jeu, mais avec un autre profil, il serait peut-être pas dans une équipe qui joue le titre. Il serait peut-être dans d'autres types d'équipes. Parce que tu te dirais, bah non, si Derrick White, c'est un mec qui a besoin de la balle, bah si je suis les Celtics, je dis, bah non, la balle, c'est Tatum et Brown qui vont l'avoir. En fait, toi, mec, j'ai besoin que tu défendes fort et que tu mettes des 3 points. Ce que fait Derrick White. Et Scoot, il fait pas ça. Scoot, il Non a mais je suis besoin de la d'accord sur le balle. profil, Et, sur et son sur le profil physique surtout. ouais, en plus, effectivement, j'aurais pu en parler aussi, 1m90, tu vois. Donc, en gros, soit t'es déjà Morant, soit ça va être compliqué. Et je trouve que si l'idée, c'est vraiment, au final, de côté des Blazers, de se dire, bon, Scoot, va falloir qu'on lui trouve un autre rôle, ou va falloir qu'il. Ou il y a encore peut-être, tu vois, il y a encore cette saison. Cette saison, pour Scoot, elle va être déterminante de ouf, parce que tu as raison, si Scoot, il passe un cap énorme, peut-être que ça change la donne au moment du retour de Lillard. Tu vois? Et là, il y aura une vraie. En fait, la contradiction, le problème qu'on a souligné, je pense il est presque limite si Scoot passe un vrai cap. Mais dans ce cas, ça devient un problème de riche, tu vois. Ça devient un problème de riche, de mince, qu'est-ce qu'on fait? Mais si tu es les Blazers et que tu as déjà senti que Scoot, il passerait pas forcément un énorme cap,
Bah, alors là, tu dis à Scoot, eh, t'inquiète, t'es meilleur titulaire cette saison, puis celle d'après, si t'as pas, enfin, s'il est encore dans ce truc-là, après, bon, à voir. Il a Ouais, progressé à 3 points, Scoot, hein, quand même, hein. Il a progressé à 3 points. Il fait pas une excellente deuxième saison, mais il a progressé un peu à 3 points. Il a, à lui de jouer sa carte, tu vois, il a du talent, à lui de se dire, ouf, faut que là, sur cette saison-là, la troisième, souvent celle où les mecs explosent, c'est à moi de leur montrer que, bah non, il faut arrêter de me ramener des anciens All-Stars sur mon poste parce que c'est moi, ça va être moi. Et s'il le montre, tu ouais, vois, s'il le montre, c'est c'est un clair. problème de riche. Allez, pardon, on a fait long sur Lillard. Je sais pas si tu veux ajouter. Non, on a fait l'angle de Lillard, l'angle des Blazers. On peut enchaîner avec, tiens, avec une signature en Europe. Misic, qui se retrouve à aller jouer à l'Hapoel Tel Aviv. Euh, il y a une mention, enfin, c'est particulier son contrat parce qu'il va prendre 6 millions la saison, mais il Mm. va aussi en plus avoir des parts dans le club. Et ça, c'est rare, quand même, pour Ouais, ne pas déjà, il dire prend. nouveau. Ouais, c'est ça. Alors, il y avait la question de savoir, je n'arrivais plus à me rappeler si, tu sais, quand Amar'e Stoudemire était reparti jouer en Israël, s'il avait des parts dans le club. Il me semble qu'il en avait, mais je me demande si c'était pas un peu préexistant. C'est-à-dire qu'il avait déjà des parts dans le club et quand il est Hmm. parti jouer, il a joué pour le club. Euh, C'était ça, je crois, hein. Il était C'était déjà ça, il me semble. président du club, il me semble. Là, effectivement, ce qui est nouveau dans cette offre de l'Apoel, c'est qu'il lui propose un très gros salaire, donc équivalent à 6 millions de dollars, 6 millions d'euros, pardon, 6 millions d'euros la saison. Et en plus, on lui promet des parts, d'être actionnaire du club. Déjà, alors, je suis quand même, tu vois, d'un pur point de vue de, je sais pas comment ça fonctionne, ça. Comment tu peux être salarié et propriétaire du club, ça pose quand même tout un tas de questions. J'ai raconté dans le vestiaire avec peut-être t'en fous, t'as 6 millions d'euros, t'en fous, hein. Mais l'ambiance dans les vestiaires avec tes coéquipiers, ça peut être un peu particulier. Euh, Par contre, la Poel qui a visiblement la volonté de frapper très fort en termes de com et de positionnement, parce que, bon, Micic, ancien MVP d'Euroleague, qui a eu un parcours un peu chaotique, ou du moins, ouais, je pense que c'est un peu décevant en NBA, il n'a jamais vraiment trouvé sa place. Je trouve qu'il a même jamais vraiment trouvé une manière de jouer qui correspondait avec ce que visiblement attendaient les équipes NBA sur son poste, qui revient en Europe, qui est encore dans son prime, hein. Il est pas vieux. J'ai pas son âge sous les yeux à Micic, mais c'est pas un joueur qui est. Je pense qu'on est, allez, je dirais 29 ans. Ouais, j'aurais dit ça aussi de tête. J'aurais dit qu'il était là-dedans. Je te dis ça tout de suite. Ouais. Et Ah non, il va avoir 32 en janvier. 32, donc ouais, plus vieux que je ne pensais. Donc Moi à aussi. fortiori, tu vois, plus vieux que je ne pensais. Et je trouve que ça fait beaucoup d'argent quand même. Ça fait beaucoup d'argent pour un tel joueur. J'étais un peu surpris quand même par le montant. On savait qu'il allait revenir en Europe, ça on le savait. On savait qu'il serait bien payé, bien entendu. Mais je suis un peu surpris par le montant et par les modalités. Ouais, c'est vrai que c'est marrant ce que tu dis sur le vestiaire, j'y avais pas pensé. C'est un peu spécial, je pense. Sur la Poel, là, dont on entend beaucoup parler pendant cette intersaison, c'est peut-être le club dont on entend le plus parler en Europe avec le Pana pendant l'intersaison. Ça me. L'idée, c'est soit vraiment d'avoir une licence Euroleague, c'est d'ailleurs un peu comme ça que c'est présenté. Bah, quand on aura une licence Euroleague, ses parts, ça va valoir beaucoup. Le Real n'aurait jamais fait ça, blablabla. Donc, pour convaincre le gars, donc il y a la volonté d'être éventuellement en Euroleague. Mais je pense aussi que dans les tuyaux, on a déjà parlé plusieurs fois ici de la NBA Europe. Et je Ouais. pense clairement que Tel Aviv veut être l'équipe israélienne. On sait qu'il y aura une équipe israélienne ou deux. Ils veulent être sûrs que eux seront dans la liste de la NBA. Regardez, on a ce joueur que vous connaissez déjà. Sinon, on va pas se mentir, hein. Tu peux pas aller vendre à la NBA. Je sais pas quel joueur un peu très estampillé purement Euroleague. Là, tu arrives, tu dis regardez, ce gars, vous le connaissez. Il y a du marketing à faire autour. Et ben, il est chez nous. On est ambitieux. On veut être dans votre ligue. Je pense vraiment qu'il y a ce côté-là. Si jamais la NBA Europe voit le jour, voilà, je pense que Tel Aviv est en train de se placer, quoi. C'est clair. Allez, un mot de WNBA, le forfait de Caitlin Clark pour le All-Star Game est confirmé. Elle ne jouera pas le match, elle ne participera pas non plus au concours à 3 points. On l'avait dit hier, c'est un coup dur pour elle, évidemment déjà parce que ça se passe devant son public à Indiana. Et plus globalement pour la WNBA qui malheureusement voilà, perd sa plus grande figure d'affiche marketing
à l'approche du All-Star Game. Ouais, gros coup dur. Ben, on en parlait hier, on le sentait venir. Blessure à l'aine pour Caitlin Clark, qui est embêtée par les blessures depuis le début de saison. Euh, voilà, bon, elle s'est exprimée, elle a été bien entendu dégoûtée de ne pas pouvoir participer. Elle sera présente, je pense elle va co-coacher l'équipe dans laquelle elle devait, avec laquelle elle devait participer. Et je pense qu'on la verra quand même énormément pour des questions à la fois de promotion et aussi parce que, comme tu le disais, c'est à Indiana chez elle. Donc gros coup dur quand même pour elle, pour Indiana, pour la WNBA. Enfin, surtout pour elle, quoi. Cette saison, elle est vraiment galère. Ouais, beaucoup de blessures qui s'enchaînent pour Caitlin Clark là, depuis le début de la saison. En WNBA, on sait aussi qu'Iliana Rupert va rejouer dans la Ligue Ouais, américaine. Du côté des Valkyries, où il y a déjà Janelle Salin et Carla Leight, si je dis pas de bêtises, j'ai un doute. c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est Carla Leight qui est aussi du côté de Golden State. Donc, ouais, Rupert qui s'est aussi engagé avec le Fener. C'est ça, exactement. Donc, Iliana Rupert qui va être habituée à jouer dans des trios français, que ce soit avec les Valkyries ou avec le Fenerbahçe, où elle jouera avec Gabi Williams et Dominique Malonga. C'est très bien, là. J'ai hâte de voir ce que va faire le Valkyrie sur la fin de la saison WNBA. C'est une équipe qui est enthousiasmante, qui a su trouver un public très rapidement, qui a même gagné plus de matchs que ce à quoi on pouvait s'attendre pour une équipe d'expansion. Et maintenant encore un trio de Françaises, donc c'est top. Bah, pour rester sur la France, allez, l'équipe de France U20 s'est qualifiée pour les demi-finales en battant la Grèce. Ouais, finish complètement dingue en quart de finale. Donc les U20, l'équipe de France qui était championne en titre, qui affrontait la Grèce qui jouait à domicile. Ça se passe à 15 secondes de la fin. La France est menée d'un point. Il y a une faute sur Wilson Jack. Wilson Jack rentre le premier lancer franc, rate le deuxième, rebond de la Grèce, donc il y a égalité 70 partout. Et là, il y a confusion entre le rebondeur qui veut faire et dans la transmission de ballon, interception du ballon par Kylian Maloya qui va mettre le panier. Donc 72-70 pour la France, il reste plus que 8 secondes, temps mort pour la Grèce. La Grèce qui prend un temps mort et qui échoue sur une tentative de tir à 3 points un petit peu avant le buzzer. Et la France donc qui se qualifie sur le fil pour la demi-finale. La France retrouvera la Lituanie, ça sera samedi à 19h30. Et de l'autre côté du tableau, il y aura un Italie-Serbie pour l'autre demi-finale. Impec, on suivra ça du coup, enfin on vous donnera les résultats lundi dans le CQFR où on débriefe tout ce qui s'est passé pendant le week-end. Je vous rappelle quand même que demain, il y aura le 6e CQFR de la semaine, celui où on répond à vos questions, et retour du Culture Dimanche du coup. Là, cette fois-ci, c'est dans les tuyaux, c'est dans la boîte. Et nous, on se retrouve du coup lundi. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao.